Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout premier numéro du format Ton moment ludique sur la chaîne. Et oui, je voulais teaser un tout petit peu lors de la précédente vidéo, parce que je m'en souviens même plus. Eh bien, c'est la grande première. J'ai reçu pas mal de vidéos et là, on va pouvoir condenser un tout petit peu. Allez, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. C'est parti. Alors bien évidemment, en préambule de ce format, eh bien sachez que vous allez pouvoir m'envoyer vos vidéos puisque le format est directement dédié par rapport à vos envies du moment et moi je vais un peu lâcher un tout petit peu la pression pour pouvoir commenter ce que vous allez me proposer. Je le rappelle, c'est un format qui va durer à peu près une trentaine de minutes où il va y avoir 5 intervenants, des youtubeurs, des instagrammeuses, instagrammeurs, ainsi que uniquement des joueurs comme ça qui veulent juste partager leur moment ludique. Donc c'est ouvert à tout le monde. Je vous laisse juste en dessous un petit bandeau qui va directement afficher mon adresse mail pour pouvoir m'envoyer les vidéos pour le prochain format qui arrivera dans je ne sais pas combien de temps, mais c'est pas grave en soi. Et je me remets mes petites oreilles de Mickey parce que là, on va écouter un peu ce que vous nous racontez. Et c'est parti pour la totale découverte. Attention, 5, 4, 2, 1, on lance la chose. Alors je vais un peu m'écarter et hop, je vais voir du coup. Top, qui va me Hello parler en YouTube. Salut Mus, j'espère que tu vas bien. Salut. Donc moi, tu m'as demandé de te présenter un jeu qui me tenait à cœur. Je te montre mon jeu du moment. Voilà, donc c'est It's a Wonderful World, édité par la boîte de jeu pour des parties de 1 à 5 joueurs, des parties de 45 minutes et à partir de 14 ans. Donc là, l'avantage de ce jeu-là, c'est déjà on peut jouer tout seul. Parce que en temps actuellement avec le Covid, c'est un peu compliqué le confinement. Mais bon, moi j'ai l'avantage de pouvoir essayer au travail un petit peu quelques jeux. Oh le filou. Ça, faut le dire à personne. D'accord. Donc on peut jouer jusqu'à 5, c'est super. Donc moi, tellement que j'ai adoré ce jeu, j'ai réussi à me procurer la version héritage, donc version deluxe, où il y a quelques petites spécifications. Allez, je vais vous montrer tout ça. Allez, brièvement le fonctionnement du jeu et je vous dirai à la fin pourquoi j'aime ce jeu. Donc déjà visuellement, moi rien que déjà ça, je le trouve plutôt beau ce jeu. Attention, je vais faire un petit zoom plus près. Voilà, on est pas mal. Au niveau technique, hein, là ça envoie quand même. Hein. On est bien. Ah, tu peux le dire, mais ça, là ça envoie. Alors ça donc, envoie. Dans cette version héritage, il y a pas mal de cartes. En plus des versions de base. Donc là, il y a tout, vous voyez tout ça comme carte. Donc au niveau rejouabilité, en fait, hein. C'est énorme. On est quand même pas mal. Donc je vous montre un petit peu donc toutes ces cartes. Voilà, donc il y a plein de petits cubes qu'on va devoir. Donc déjà, on va devoir trier un petit peu ces cartes. Allez, je vous explique encore plus vraiment le jeu. Allez, c'est donc parti. Alors, mon premier avantage, pourquoi j'adore ce jeu, c'est le draft. Le draft, on connaît tous le draft dans Seven Wonders. Là, c'est la même chose. On a tous un paquet de cartes et on va choisir tous en même temps, et ça c'est un gros avantage de ce jeu. C'est l'un des principaux aspects de ce jeu que j'adore, parce qu'on va pouvoir jouer tous en même temps. Ah oui, donc on a tous un paquet de cartes, fais ton truc et après tu joues direct. Okay. Et donc on va devoir prendre une carte de tout seul. Je vous montre donc un petit peu ces cartes. Donc là c'est des petits cubes qu'on va devoir, de différentes couleurs, qu'on va devoir récupérer pour pouvoir construire ces cartes. Et donc là, au tour de draft, quand on est tous ensemble, on choisit une carte. Donc là, c'est bien de prendre des cartes par rapport au point de victoire, par rapport aussi au symbole, parce que ça fait des combos à la fin. D'accord. Et donc je prends une carte, tous mes autres collègues prennent aussi aux copains, parce que voilà, collègues, bref, amis, jouent, prennent et choisissent une carte. Et après on passe à son voisin. Donc ça c'est le premier aspect vraiment que j'insiste dessus, que j'adore, c'est qu'on joue tous en même temps. Parce que c'est vrai que c'est toujours embêtant de jouer à un jeu, on attend 10 minutes que le copain réfléchisse qu'est-ce qu'il va faire. Et ben là, c'est bon, on réfléchit tous en même temps. Donc une fois qu'on a tous nos 7 mains, 7 cartes dans la main, pardon, et ben après on va devoir, en fonction de l'empire, parce que le but du jeu c'est d'avoir un empire et de le faire évoluer, grossir avant les autres, le faire développer plus rapidement avant les autres pour à la fin compter les points. Donc là, une fois qu'on a fait la partie de draft, on va devoir maintenant faire la partie donc de production, de planification, pardon. Donc c'est à dire qu'on va dire tiens, cette carte là, ok, je veux la construire, elle me rapportera
donc 2 points par carte oui, bleue. Oh, c'est simple en fait. Elle me dit ok, je me dis ok, elle est intéressante. Mus, qu'est-ce que t'en penses? Intéressante la carte là? J'en sais Tu me diras ça. strictement rien. Il est Allez, formidable. ensuite, je choisis celle-ci. On va dire que celle-ci, non, je la veux pas. Donc, si je la veux pas, je peux la défausser pour récupérer un petit cube noir. Donc, je la défausse ici. Je récupère un petit cube noir. Et là, c'est la deuxième aspect super intéressant de ce jeu. C'est qu'en fonction de ce qu'on va devoir enlever comme carte et ce qu'on a posé, on va pouvoir mettre donc des petits cubes sur nos cartes. Et si on fait bien les choses, et c'est là que les combos arrivent, vous voyez, il faut bien réfléchir, en fonction de la phase de production qui va de ce sens-là, vous voyez bien là encore l'effet spécial là, de ce sens-là, et bien si j'arrive à finir une carte avec des cubes noirs, si j'arrive à la finir à temps, vous voyez, si des fois j'avais déjà un cube vert ici, si j'avais déjà un cube vert lors de ma précédente phase, d'accord? Ok. Précédente phase, et là j'arrive à, grâce à mes cubes noirs, à la finir, c'est-à-dire que quand je vais arriver à la production des cubes bleus, eh ben, je vais pouvoir le faire dans le même tour. Donc c'est là tout l'aspect de ce jeu rentre en compte, c'est qu'en fonction des différentes couleurs et ben, de ne pas se tromper, de bien diriger toutes les cartes pour le faire plus vite possible, le nombre de points. Et donc une fois qu'on a planifié, je disais, on produit et après on recommence. Et ça, on fait ça 4 fois. Voilà donc grossièrement ce jeu. Une base de draft au tout début, vraiment, ce draft, j'insiste dessus parce que on joue tous en même temps. Donc là, c'est super. Après, la construction de cartes, là, c'est le cœur du jeu où là, on va devoir donc dire celle-là, elle me plaît, celle-là, je la garde, celle-là, je l'enlève. Ok, celle-ci, je peux faire pas mal de points, etc. Il y a beaucoup de stratégies, j'ai l'impression, beaucoup de combos à voir. On vérifie à la fin le nombre de points. Donc, à la fin, comment ça se passe? Je vous montre vite fait. Le mec il fait un set, on arrive après comme ça. Carré. Voilà, je monte comme ceci, on arrive après comme ça. Allez, on sort notre petite tablette, vous voyez, hop là, et on compte les points. Nombre de personnes, les points bruts. Donc les points bruts, ça correspond à un point comme ceci. C'est comme du Seven Wonders, quoi, à peu près. Après on peut récupérer des jetons aussi. Et ça fait 1 point par jeton en plus, 2 points par carte bleue. On additionne tout ça et on vérifie celui qui a le plus gros empire au niveau des points. Voilà, monsieur, je t'ai expliqué un petit peu vite fait le jeu du mois, le jeu que j'adore. C'était très bien, je répète une nouvelle fois, c'est un jeu où on peut jouer tous en même temps et pour moi, c'est l'un des aspects les plus importants des jeux de société, c'est de pouvoir jouer tous en même temps. J'en profite en même temps que Mus, oui, tu me laisses le petit créneau de 17 secondes pour de la publicité. J'ai aussi une petite chaîne sur YouTube qui est très très récente, donc je vous invite à aller faire un tour. Je pense que Mus mettra un petit lien dans la description. C'est Objectif des jeux. Voilà en tout cas pour la description de ce jeu. À bientôt à tous. Ah là, non mais c'était top. On va juste faire un débrief là-dessus. Alors déjà je kiffe ce mec, hein. Je le connais pas mais de ce qu'il m'a montré c'était formidable. Oui vas-y, c'est le Nelson Montfort ludique. Mais alors je connaissais moi un peu It's a Wonderful World, mais en toute transparence j'ai jamais fait de partie. Parce que voilà, déjà il y a plein de choses que je dois faire à côté, mais c'est pas un jeu qui m'incite à aller voir. Et c'est vrai que moi tout ce qui est draft et deck building, tout ce qui est draft, entre guillemets, Seven Wonders, etc., c'est pas des jeux que j'affectionne plus, mais il l'a quand même bien vendu, hein, ce petit bougre. Donc n'hésitez pas, il y a Objectif Jeu, la chaîne YouTube, d'aller voir ce qu'il donne à côté. Il fait des trucs assez sympas, j'ai pu feuilleter il y a longtemps, un peu en amont, des petites parties, etc., de trucs. Et puis moi j'aime bien ce ton-là, un peu Nelson Montfort directement. Très sympa ce mec, en tout cas, très 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 bonne présentation. Franchement, je vois à peu près maintenant à quoi ressemble It's a Wonderful World. Petite peut-être réserve, c'est à 1. Est-ce que vous pensez même directement que c'est aussi sympa qu'il y a plusieurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de synergie et qu'il y a beaucoup d'interactions avec les joueurs. Mais bon, dites-moi dans les commentaires là-dessus pour me répondre à la question. On va passer maintenant à une deuxième personne, et on ne sait pas qui c'est. On va quand même faire le petit top ensemble pour voir. Salut,
c'est Blandine, Eh ben, de Pardon Blandine. Jeux de Société sur Instagram. Salut. Et je suis très contente d'avoir l'opportunité de présenter un jeu sur cette chaîne. Eh ben, merci à beaucoup. toi. Et je vais vous parler donc de mon jeu du moment qui s'appelle Roméo et Juliette. C'est un jeu coopératif pour exclusivement 2 joueurs qui se joue en 30 à 40 minutes. Alors je le connaissais pas celui-ci. Déjà, la première chose que je kiffe vraiment dans ce Oh là, il y a de jeu, l'effet là, il y a de l'effet. c'est cette jolie boîte qui se déplie un peu comme un petit théâtre. Super devenir le sympa. plateau. Ah, c'est bien ça le Et la en fait, petite sur ce boîtette. plateau, on est vraiment donc dans l'univers de la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette. Et on va retrouver les différents lieux de la pièce, par exemple la rue de Vérone, le balcon de Juliette, la salle de bal Capulet. C'est bien voilà. foutu, hein, la petite boîte là. Donc, un joueur va en fait avoir le rôle de Roméo et l'autre joueur le rôle C'est de tout à fait Juliette. normal. C'est un jeu asymétrique, c'est-à-dire que chaque personnage et donc chaque joueur ne va pas avoir exactement les mêmes cartes ni les mêmes possibilités. Le principe général, en fait, ça va être de faire en sorte que Roméo et Juliette se retrouvent aussi souvent que possible dans le même lieu. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont se retrouver dans le même lieu, ils vont faire progresser le jeton de l'amour sur la piste de l'amour et le but est d'arriver tout en haut de la piste. Toutefois, il faut faire attention et il faut éviter au maximum de réunir dans le même lieu des personnages de membres de familles opposés, sachant que chaque famille est donc associée à une couleur. Il y a les rouges et les bleus, les Capulettes et les Montaigu, je ne sais plus Oui, c'est à peu près sont ça. lesquels. Et donc à chaque fois que 2 personnages de familles opposées vont se retrouver dans une même pièce, dans un même lieu, ça va à l'inverse faire progresser le jeton de la haine sur la piste de la haine. Et si jamais ce jeton de la haine atteint le bout de la piste, eh bien c'est fichu. Donc en fait chaque joueur va avoir en main quelques cartes. Ça va être les cartes lieux qui représentent donc les lieux présents sur le plateau. Bouger, du coup, j'imagine. Et les cartes personnages qui sont les personnages de sa famille présents donc également sous forme de petits jetons sur le plateau. Et il va pouvoir à chaque tour, chaque joueur va en fait pouvoir décider dans quel lieu il va vouloir se déplacer son pion et accompagné de qui. Parce que oui, la difficulté c'est qu'il va devoir toujours être accompagné d'un membre de sa famille. Ça va être la merde après. Je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais en gros, sachez que la spécificité de ce jeu, c'est que la communication entre les 2 joueurs, elle est très limitée. En fait, on va simplement pouvoir s'envoyer quelques missives pendant la partie en utilisant des jetons missives pour pouvoir donc communiquer à son partenaire le lieu dans lequel on a l'intention d'aller au prochain coup. Et on va se mettre d'accord sur est-ce qu'on va dans le même lieu ou pas, auquel cas on va choisir l'amour, ou est-ce qu'on sait très bien qu'on ne va pas atterrir dans le même lieu, auquel cas on choisit l'autre côté du cœur qui va nous permettre d'obtenir des missives. D'accord, et donc ça va permettre de parler un peu plus avec les autres. Ok, c'est intelligent. Ensuite, donc il y a des pions qui ont des pouvoirs un peu spéciaux, qui vont soit mettre la pagaille, ou qui soit ils vont attiser la haine et faire progresser le pion de la haine, ou à l'inverse, par exemple, frère Laurent, il va apaiser un petit peu, il va apaiser la haine, et donc si on le place, s'il se retrouve amené, par exemple avec Juliette, hop, dans une pièce où il y a 2 personnages de famille opposés, eh bien, il va annuler la haine, et ça va pas faire progresser le jeton, même si... même s'il y a des personnages de famille opposées dans la même pièce. Et tout à faire. C'est intéressant, enfin vu comme ça, en fait, c'est pas mal. Il faut aussi savoir que les lieux eux-mêmes vont engendrer des déplacements. Si l'un des personnages principaux, Roméo et Juliette, se retrouve par exemple dans la cellule de frère Laurent, eh bien il va pouvoir et il va même devoir déplacer un jeton bleu ou un jeton rouge vers la gauche ou vers la droite. D'accord, donc il y a plein de petits en effets, fait, Roméo et Juliette, c'est un vrai casse-tête. C'est un jeu où il va falloir non seulement anticiper les choix de son coéquipier, en fonction des cartes qu'il a déjà posées, et en fonction des habitudes de jeu aussi, mais aussi il va falloir réfléchir à toutes les possibilités de déplacement et à leurs conséquences. Si je vais dans tel lieu, ça va réunir tel et tel personnage, mais comme je serai ici, le lieu me confère le droit de déplacer un bleu vers la gauche, donc ça va résoudre le problème. Oui, mais mon coéquipier, il va sûrement aller tu vas ici, te manger le donc il va cerveau aussi devoir déplacer un jeton, ça va plus aller, enfin bref, c'est un jeu où il va falloir vraiment démêler des situations complexes dans sa tête, et parfois volontairement jouer un coup qui n'est pas bénéfique pour faire monter la haine, quitte à démêler du coup une situation et pouvoir ensuite tranquillement faire progresser le jeton de l'amour. Bon, il y a d'autres choses dans ce jeu, mais je ne vais pas vous entrer davantage dans les détails. En gros, il y a un petit scénario qui va se dérouler en 3 actes, qui va apporter des rebondissements et des difficultés supplémentaires. Et donc moi, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il a un côté casse-tête qui me plaît bien. Il y a plusieurs niveaux de difficulté et parce que c'est aussi un jeu qui s'apprivoise, où en fait on peut vraiment progresser, où c'est intéressant de jouer par exemple toujours avec le même joueur pour développer des tactiques communes. Tout ça.
Voilà, donc c'était mon jeu du moment, Roméo et Juliette. Petit cadrage. Je vous le conseille vraiment. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte Instagram qui s'appelle Parlons Jeux de Société, où je vous parle un peu des autres jeux que j'aime bien. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Beau piano derrière. À bientôt. Quel beau piano. Merci infiniment Blandine. Donc je rappelle, alors c'est des jeux de société. De toute façon, je vous mettrai le lien à chaque fois dans le descriptif de Instagram. Je connaissais pas moi Roméo et Juliette. J'en ai entendu parler. Je crois que c'est Johan. Johan, si tu regardes cette vidéo, sachant que je ne te salue pas. C'est Johan, d'ailleurs un pote, qui m'a dit ouais, les artworks c'était cool. Il m'avait dit que déjà c'était assez sympa, mais il y avait des trucs que lui il trouvait un peu chelou et il s'était écarté. Ou alors il m'avait dit carrément autre truc et j'ai totalement zappé. Mais de ce qu'on me raconte là, en tout cas là dans la vidéo, c'est assez sympa. J'ai l'impression que c'est plus une sorte de puzzle game, un peu cérébral, où on va essayer d'anticiper les clans. Ah non mais il y a lui là-bas, on peut pas se retrouver. Et ce qui représente finalement Roméo et Juliette, puisqu'ils sont toujours là dans la démarche de se retrouver dans des lieux très secrets à deux uniquement, évincer les membres de leur famille. En tout cas, thématiquement, de ce que Blandine nous présente là, ça a l'air de respecter vraiment le thème de Roméo et Juliette. Donc franchement, pourquoi pas. C'est pas mon truc, mais voilà, de jouer un peu sur Roméo et Juliette. Et j'ai bien aimé, franchement, la boîte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est cool, le fait d'avoir ce petit truc de théâtre et tout. Les artworks sont très 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 sympas. Hein. Donc merci franchement Blandine pour m'avoir permis de voir ce que c'était Roméo et Juliette. Et on passe troisième personnage. Et oui, mais c'est bientôt la fin, mais c'est pas tellement grave. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Tom ou Thomas de la chaîne YouTube Il était un jeu, avec aussi une page Instagram si vous ne la connaissez pas déjà. Mais déjà merci énormément de m'avoir convié dans ce nouveau format, de ce nouveau projet. Et bien moi, mon jeu du moment, mais c'est un jeu aussi depuis pas mal de temps. C'est un gros jeu. Ah oui, c'est Gloomhaven. Ressort les grosses boîtes je suis sûr de que vous le connaissez. C'est le jeu du moment. C'est le jeu qui va me durer encore pendant quelques mois, quelques années. C'est un gros investissement. C'est la plus grosse boîte que j'ai dans ma ludothèque et quand même assez fournie. Et c'est mon jeu préféré du moment tout simplement. Gloomhaven, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dungeon crawler un peu à la sauce jeu de société. On retrouve vraiment les sensations des jeux vidéo quand on était petit, du style Diablo, mais dans un style fantastique, médiéval. C'est du combat pur et dur à chaque mission. Chaque mission va nous mettre avec notre propre personnage, mais aussi avec d'autres. On peut jouer jusqu'à 4. Le but, ça va être souvent d'arriver à nos fins, de détruire l'ensemble des monstres en fonction du donjon qu'il y aura parmi une des missions. Des missions, il y en a quand même un grand paquet, il y en a 95 je crois. Les personnages de base jouables, ils sont au nombre de 6, ils sont représentés juste ici, mais ce qui est aussi ultra addictif dans ce jeu, c'est qu'au fur et à mesure de nos pérégrinations, nos personnages vont évoluer, vont avoir un but bien précis, vont partir à la retraite. Et quand ils partent à la retraite, on peut tout ranger et on va pouvoir débloquer un nouveau personnage. Il y en a 17, je crois, qui sont déjà prévus, donc il y a quand même pas mal de rejouabilité, de soif de découverte en tout cas. Il y a des dizaines d'ennemis différents, il y a des dizaines de tuiles, de plateaux de combat, il y a une carte immense avec plein de petits stickers à mettre, parce que bien sûr c'est un jeu Legacy, il y a plus de 500 cartes aventuriers, enfin bref, il y a une pléthore de matériel qui est d'excellente facture, même si les rangements sont pas, c'est de la merde. Sont pas forcément au rendez-vous, ça nécessite vraiment peut-être d'investir dans un rangement pour faciliter la mise en place, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Il y a pas mal d'applications aussi mobiles ou tablettes, c'est ce qu'on peut utiliser, qui vont faciliter les combats, faciliter aussi les mises en place, en ne dévoilant pas la totalité de ce qui va apparaître, parce que c'est un vrai dungeon crawler. On avance sur notre carte et on va découvrir ce qui se passe. On ouvre une porte, des nouveaux ennemis vont popper, vont pouvoir peut-être avoir l'initiative et nous combattre avant qu'on ait pu faire grand chose. Le système de combat, il est là aussi ingénieux et très facile à mettre en main, cool. Parce qu'en fonction du personnage qu'on aura, on aura un pool de cartes qu'on pourra faire évoluer selon notre niveau. Et avec ces cartes, on fait ce qu'on veut. On va devoir choisir chacun 2 cartes, une qu'on pourra utiliser pour son action supérieure et l'autre pour son action inférieure. C'est super intelligent ça. Et en fonction de l'initiative, là aussi, chaque carte a une initiative, mais les ennemis aussi vont avoir une initiative. Donc on essaye de programmer en fonction de ce qu'on pense que les ennemis pourront faire. Des ennemis très rapides comme les archers par exemple, ou d'autres ennemis un peu zombies qui vont être plutôt lents et taper fort par contre et peut-être nous empoisonner. C'est
c'est là un petit peu toute l'essence du jeu, parce qu'on va essayer de planifier, mais des fois en fonction de l'initiative qu'on n'aura pas ou qu'on aura, eh bien on va pouvoir aussi inverser les actions qu'on avait préalablement programmées. Il y a de l'anticipation. Il y a bien sûr une adaptation en fonction de notre niveau. Il y a bien sûr plus on va monter en niveau et plus les cartes vont être puissantes, mais jamais en épurant notre jeu, parce qu'on va devoir toujours avoir le même nombre de cartes en fonction de la catégorie de notre personnage. C'est une grosse boîte, là je vous le présente, j'arrive à le soulever à une main, mais c'est une boîte qui fait quand même presque 10 kilos. Il y a tellement de matériel, tellement de profondeur de jeu, tellement de tactique, parce que c'est vraiment pas un jeu facile, c'est pas un jeu bourrin. Si vous essayez, si vous connaissez pas le jeu, il y a pas mal de vidéos qui traînent sur le net. Moi je me suis beaucoup inspiré de ça pour mes premières parties, parce que si on fonce dans le tas, c'est sûr qu'en 2 tours, c'est terminé. Et justement, aussi les tours de jeu, c'est assez intéressant parce que les tours de jeu, ils vont être définis par notre deck finalement. À chaque fois qu'on va devoir faire un repos pour récupérer les cartes qu'on aura défaussées ou pour se soigner aussi un petit peu, eh bien on va devoir à chaque fois perdre définitivement une carte, à moins qu'on ait des capacités qui nous permettent de les récupérer. Mais en général, voilà, c'est en perdant des cartes au fur et à mesure du jeu, eh bien que le jeu va nous mettre un petit peu un chronomètre et nous dire attention, c'est bientôt la fin du jeu. Donc il faut bien programmer ses actions, il faut être malin, très stratégique. C'est vraiment un jeu extrêmement stratégique. On peut y jouer en solo et on peut même y adapter le niveau du jeu en fonction si on souhaite facile, moyen ou difficile. C'est extrêmement simple mais extrêmement technique. Le livret de règles, il est juste excellent, c'est 50 pages de bonheur. Toutes les questions qu'on a pu se poser pendant nos multiples parties, eh bien, elles ont toutes été détaillées, ça, c'est déjà bien. Même si elles demandent d'être un petit peu digérées. Voilà, Gloomhaven, c'est un jeu qui demande du temps, de l'investissement. Déjà, il est cher, mais c'est un jeu, moi je me suis basé sur 3 ans à peu près pour le finir, et en y jouant régulièrement, parce que la plupart des missions qu'on peut faire, on y arrive rarement à les terminer du premier coup, donc voilà, je suis ravi de vous avoir présenté ce jeu, ce gros jeu qui est sorti en français, qui avait notamment été présenté pour être l'As d'or, c'était en 2019, qui n'a pas, non 2020 pardon, et qui n'a pas gagné, mais il le méritait haut la main. Voilà, merci encore Je Découvre pour ma participation, pour m'avoir convié à ton projet, et ben je vous dis à bientôt les amis, ciao. Oh là là, ils sont tous polis, hein. Vous remarquez quand même, merci beaucoup. C'est peut-être le premier numéro. Et après, à la fin, ils vont tous revenir en disant ouais, on s'en fout, voilà, c'est ça. Donc merci Tom ou Thomas, je sais pas comment on veut t'appeler en même temps au travers de cette vidéo, tu laisseras un commentaire. Alors c'est vrai que moi, Gloomhaven, j'ai joué quand c'était en VO et j'ai pas trop... Alors, la mécanique était très sympa, j'avais vraiment trouvé la mécanique très bonne. Mais là où j'avais un gros problème là-dessus, c'est que déjà on avait des standees qui, moi, j'aime pas trop, mais pourquoi pas, et avec des figurines. Et je m'étais dit, ouais, il y a un petit côté où soit on met des standees partout, soit on met des figurines, entre guillemets, partout. Déjà, c'est un jeu qui vaut cher. Je crois que dans le commerce, là, dans le retail, sur le boutique, vous allez trouver la boîte à 140 €. Ça doit être même en préco, parce qu'il va y avoir un autre truc qui doit ressortir, un reprint, je sais pas, j'ai pas tellement suivi, mais je sais que c'est 140 € grosso modo pour avoir la chose. Ça a été traduit en plus en VF par un groupe de fans qui a été fait, donc ça a été repris par Asmodee, donc c'est assez cool là-dessus. Et c'est vrai que moi j'ai eu un vrai problème sur Gloomhaven. Pourquoi ? Parce que les tuiles, elles me paraissent jusqu'à maintenant hyper fades. Et pour me transporter là-dedans, pour 140 €, 100 figues, etc., je me suis dit, ouais, c'est super cher pour ce que c'est en fait à l'intérieur. Et le côté, moi, en heroic fantasy, fantastique, un peu bizarre, j'ai pas tellement adhéré. Alors effectivement, c'est un super bon jeu, il a raison de le dire parce que ça l'est. C'est super ingénieux sur les mécaniques parce que ça l'est effectivement. Vous allez vous épuiser, votre mec ensuite va pas pouvoir faire des choses, donc il va se retirer. Les succès avec des cartes que vous allez retirer. Donc il y a plein de trucs ingénieux. Tout ce que Tom ou Thomas a dit, eh bien c'est totalement vrai parce que c'est mon ressenti là-dedans. Après, effectivement, la petite donnée, on va dire, hyper importante, c'est un jeu qui vaut super cher et c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dans un jeu comme ça et dire « ouais, dans 3-4 mois, je vais reprendre ma campagne ». Il faut vraiment être hyper assidu et lui-même apparemment l'est et vous voyez qu'il est parti sur quand même 2-3 ans. Donc merci Tom et Thomas bien évidemment avec ta chaîne, on la mettrait directement dans les liens, il y aura tout et je te dis peut-être à la prochaine fois avec un autre gros jeu, mais tu reviendras peut-être avec Gloomhaven puisqu'il va te
faire encore 3 ans dessus. Ça sera ton jeu du moment sur des décennies, là. Allez, on passe au 4e. Déjà, ça va vite. Il en reste un, après c'est terminé. Oh, Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Salut à tous. C'est Penelope Gaming. Et merci à vous de participer à ce nouveau format de vidéo sur sa chaîne. Je suis très honorée et très contente de vous parler de mon jeu du moment. Honoré. J'ai dû choisir et j'ai choisi Maracaibo d'Alexander Pfister. Alexander Pfister, que l'on connaît très bien pour des jeux tels que Mombasa, Great Western Trail, Blackout Hong Kong, Expédition à New Delhi, bref, de très bons jeux, de très gros jeux, et qui ne, voilà, des très gros jeux avec beaucoup de réflexion et des longs temps de jeu. J'ai pas joué à Maracaibo tout de suite à sa sortie parce que j'ai des goûts inégaux avec Alexander Pfister. J'avais beaucoup aimé Expédition à New Delhi, pas mal aimé Blackout Hong Kong, moins aimé bizarrement Mombasa et Great Western Trail. Et donc j'allais vers Maracaibo un peu clopin-clopant en me disant est-ce que vraiment je vais adhérer. Et j'ai eu le coup de foudre. On est sur un gros jeu, hein, un très gros jeu même, carrément, de gestion de cartes et d'aventure, dans lequel nous incarnons, et ça moi j'adore parce que c'est un thème que vraiment j'adore, c'est le genre de thème qui me touche particulièrement, je sais pas pourquoi, parce que j'adore les pirates, on incarne des navigateurs qui dans les mers des Caraïbes vont parcourir les mers afin de s'enrichir, de combattre pour gagner de la gloire, bref, de se faire un maximum de thunes et un maximum de points de victoire. Oui, parce que le point de victoire au XVIIe siècle, c'était très important. Oui. Donc, on est... comment que ça va se passer, Maracaibo? Comment ça se passe alors? Très beau plateau. Moi, j'adore le bleu, hein, personnellement, donc je suis conquise. Mais très beau plateau sur lequel est représentée la mer des Caraïbes et différents points de villes et de villages sur lesquels nous allons pouvoir accoster. Donc, un tour se passe, nous avons notre petit bateau sur le plateau et on va faire 1 à 7 mouvements. On va aller de 1 à 7, avancer de 1 à 7 cases. Et en fonction du nombre de cases dont on va avancer, on aura droit à un certain nombre d'actions. Moins on avance, moins on a d'actions, plus on avance, plus on a d'actions. Ça pousse quand même à faire... Le problème, c'est que ça accélère aussi pas mal la partie. D'accord. Dans les actions disponibles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une des principales actions, ça va être de recruter son équipage. Et recruter son équipage, c'est aller piocher des cartes et payer leur coût pour pouvoir poser... Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un énorme choix de cartes, hein, donc très très grosse rejouabilité, beaucoup de matériel. Donc, on va aller acheter des cartes qui vont représenter soit effectivement des gens qui peuvent intégrer notre équipage, donc un vice-amiral, un aristocrate, un pionnier, un commanditaire, un doyen du village, je ne sais pas ce qu'il faut sur le bateau. On a aussi un maître d'œuvre. Alors le maître d'œuvre, très important, hein, parce que quand on l'a au début du jeu, il nous permet de payer 1 de moins pour toutes les cartes qu'on a envie de poser devant soi. Et donc on va poser ces cartes. Ces cartes, elles vont nous permettre de scorer, en fait. Principalement, ou d'augmenter nos revenus, ou de nous permettre de gagner un certain type de jetons. Il y a certaines cartes qui vont nous permettre de poser des personnages à nous sur les îles, ou dans les villages. Donc par exemple, on va pouvoir installer une aubergiste de façon pérenne sur telle île, et à chaque fois qu'on va repasser sur cette île, ça va nous rapporter de la thune. Donc voilà, ça c'est des trucs que j'adore personnellement. Mais ces cartes ont plusieurs utilisations. Et ça, c'est une mécanique que j'aime beaucoup dans les jeux, c'est quand un jeu utilise les cartes de façon multiple. Donc on a en haut leur coût, hein, pour pouvoir les poser devant soi. On a les points de victoire qu'éventuellement elles nous rapportent. On a ici leur action, donc celle-ci par exemple va nous permettre de monter notre influence auprès des nations. Oui, j'y reviendrai après. Mais elles ont aussi des petits symboles ici de ressources. Donc ça va être du maïs, du café, de la canne à sucre, du tabac. Et ce sont ces cartes, on va aussi pouvoir les défausser pour pouvoir remplir des objectifs sur la carte, tout simplement faire du commerce. Par exemple, je vais vendre mes 3 cannes à sucre et ça va me rapporter tant de points, tant d'argent, ou tout simplement une tuile d'objectifs dont j'ai besoin pour remplir un objectif. Le jeu est très riche, il est très multiple, il a beaucoup de choix, beaucoup de façons de gagner, et c'est ça que j'aime. À chaque tour de jeu, on se demande
mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? On a de multiples possibilités. En même temps, il n'y a pas de temps mort parce que en fait, il y a tellement de réflexions et on peut vraiment anticiper ses coups. On n'est pas là à devoir attendre que l'autre ait joué pour savoir ce qu'on peut faire. On peut vraiment anticiper ce qu'on va faire. Donc, même si le temps de jeu est un peu long, type 3 heures, on va pas se mentir, on est plutôt sur du 2-3 heures que sur du 1 heure à 2 heures, on peut vraiment anticiper ses coups et construire sa stratégie qu'il va falloir absolument cibler à un moment ou à un autre, décider ce qu'on va faire. On va aussi pouvoir donc, c'est ce que je disais rapidement, combattre soit pour les Espagnols, soit pour les Français, soit pour les Anglais, en fonction du vent, de là où ça nous porte et des points que ça peut nous rapporter. On est donc, voilà, on va incarner des navigateurs. Moi, c'est un thème que j'adore personnellement. Et qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure, parce que c'est très rapide comme vidéo, ça va. Eh ben, achetez-le. Non, il est vraiment très très bien. Achetez. C'est mon Alexander Pfister favori jusqu'à maintenant. Énorme richesse, on ressent bien le thème, on se prend vraiment au jeu d'être ce flibustier à travers les mers et essayer, on peut se mettre de la musique derrière pour se mettre dans c'est sûr, tu dois en mettre. Voilà, c'était mon jeu du moment. Je vous remonte la boîte. Maracaibo d'Alexander Pfister, un jeu pour 1 à 4 joueurs, sorti en 2020 chez Super Meeple. Eh ben dis donc, merci Pénélope. Alors Pénélope, on se connaît un tout petit peu parce qu'on parle directement sur les réseaux, etc. Et c'est vrai qu'elle aime bien les jeux un peu comme ça de cube en bois, gestion et qui prennent un peu de temps, machin, etc. Alors moi, c'est pour ça que j'ai fait ça au début, c'est parce que c'est des trucs qui ne m'attirent pas. Alors et beaucoup de personnes me disent à chaque fois, oui, mais les jeux de cube en bois, tu n'as jamais joué. Alors non, c'est faux, j'ai joué à plein de trucs, Puerto Rico, etc. J'en ai aimé certains, comme Myrmes, qui était sur le thème des fourmis et qui était très 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 sympa. Mais en fait, j'ai pas le temps parce que j'ai du mal à me raconter une histoire avec des jeux de cube en bois. Donc tout ce qu'elle démontre ici, déjà les pirates, j'aime pas trop, donc c'est un peu compliqué aussi. Mais par contre, une chose que j'aime bien effectivement dans les jeux, et comme elle l'énonce si bien, c'est le fait d'avoir une carte que tu peux utiliser sur plein de trucs. Et apparemment ici, tu peux vendre tes cartes pour récupérer des ressources, ou alors si j'ai pas trop compris ce qui est possible, parce que mon cerveau s'est mis en mute. Mais ça, je trouve ça hyper sympa. Et elle a raison quand elle dit qu'une carte, tu peux la multiplier pour plein de trucs, ça te permet d'avoir plein d'opportunités. Et c'est ce qui finalement va te faire ton gameplay par la suite, en te disant si cette carte je peux l'utiliser pour ça, mais si cette carte je pourrais l'utiliser pour ça aussi, mais si cette carte je pourrais aussi l'utiliser pour ça. À chaque fois que tu vas refaire des parties, tu vas pas avoir une seule ligne en fait et une orientation possible du fait justement de tes cartes apparemment ici dans Maracaibo qui te permettent de faire plein de trucs. Et je trouve que ça c'est hyper important et c'est je pense l'une des choses les plus importantes quand tu fais peut-être un jeu de société ou quand tu en achètes un sur la replay value, quand tu estimes qu'il faut vraiment avoir un truc sur une rejouabilité assez forte, c'est d'avoir ce sentiment où effectivement une partie tu peux faire ça, mais dans une autre partie tu aurais pu prendre cette orientation-ci. Et c'est vrai que ça, moi je suis d'accord avec elle, je trouve ça super intelligent et c'est très important dans les jeux de société d'avoir ce côté où sur une partie tu n'as pas pu tout faire et du coup voilà, ça te permet de faire d'autres trucs à côté. Donc Maracaibo, Pénélope, moi je ne le prendrai pas absolument, mais par contre, ça je te lance l'invitation, si tu passes à la maison, on peut peut-être faire une vidéo ensemble où je sortirai tous les 3-4 minutes pour que tu joues mes tours, mais bon, j'essaierai quand même parce que voilà, ce côté-là de cartes, ça m'a donné un tout petit peu envie, bien que je n'aime pas les jeux de gestion, et bien que je n'aime pas directement les pirates. Mais par contre, il y a d'autres Ameritrash en pirates que je peux te donner aussi si t'aimes l'univers des pirates. Et le dernier, et ensuite ça sera fini pour ce moment ludique, mais oui, ça passe vite, mesdames et messieurs, et ben on va découvrir qui c'est. Je vous dis, Pénélope Game, je vous l'ai peut-être pas dit, mais elle a une chaîne Twitch, donc je vous mettrai bien évidemment l'ensemble des liens des protagonistes pour aller les voir, ainsi qu'un Instagram elle a aussi. Donc on va voir le dernier. Allez, et ben c'est parti. Salut Mousse, c'est Emperor. Salut Emperor. Merci beaucoup pour l'invitation à ces moments ludiques. De rien. Et je vais profiter de l'occasion pour te parler d'un gros coup de cœur. Aujourd'hui, je voulais te présenter The Loop, un jeu de Théo Rivière et Maxime Rambourg, superbement illustré par Simon Cardusso. C'est édité chez Catch Up Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et des parties d'environ 60 minutes. Alors avec The Loop, on est sur du coopératif. Qui dit coop, dit très bon multi, mais aussi souvent en solo. Ah, oui. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai une petite préférence pour le solo sur The Loop, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, je vais me lever pour le coup alors. Donc sur The Loop, qu'est-ce qui se passe? On a le Docteur Fou, qui est une sorte de docteur Robotnik quantique, qui a créé une machine spatio-temporelle
pour détruire le monde à base de failles quantiques qui vont donner lieu à la création de vortex. Et puis ces vortex peuvent détruire les différentes époques que l'on va trouver sur le plateau de jeu. Alors nous, on doit le stopper. Et quand je dis nous, nous on est l'agence et ses agents spatio-temporels. Alors chaque agent a une petite spécificité, une petite spécialité, et ça c'est déjà un premier point que j'aime beaucoup dans le jeu parce qu'il y a une certaine asymétrie dans le gameplay puisque chacun va avoir sa manière de jouer différente. Le thème est super bien exploité et super bien traité de manière un peu décalée, un peu loufoque, on le voit déjà avec ses DA qui lui rend complètement honneur. Mais si tu commences à lire les règles sont un pur régal. On sent la patte de Théo Rivière là-dessus. Tout est traité sur le même ton. Quand on prend les cartes, les noms des cartes sont absolument géniaux. Alors, je t'en montre une par exemple. Voilà, nous avons la postiche de puissance. Oui, c'est très décalé. Pas la peine de te dire à qui ça fait référence, mais tout est dans le même ton et ça, c'est une petite immersion véritablement géniale. En termes de mécanique, on va avoir une conjugaison de différentes mechas. Alors tout d'abord, on va avoir du deck building, puisque on commence avec un deck de départ par agent qui représente ses armes, ses artefacts, et on va pouvoir l'enrichir, le booster au fur et à mesure via l'acquisition de différentes cartes. On va avoir de la réalisation d'objectifs, puisque le but ultime du jeu est de saboter la machine du Docteur Fou, et pour cela on va devoir remplir une série d'objectifs, au nombre de 4 pour être exact, qui sont matérialisés par des tuiles qui se posent sur le bord du plateau, et chaque objectif va être de détruire un certain nombre de clones, enlever un certain nombre de failles à une époque, etc. etc. Et enfin, la dernière mécanique, celle qui fait tout le jeu, tout le sel du jeu, c'est le loop. Alors, qu'est-ce que le loop ? Le loop va être en fait la possibilité de rejouer ses cartes plusieurs fois dans son tour de jeu. Alors, comment on fait ? À chaque début de tour, un agent a 3 cartes, c'est seulement 3 cartes qui représentent 3 artefacts. Et puis sur le plateau, on va avoir des cubes d'énergie qui vont être placés petit à petit. Ceux-ci vont nous permettre de réactiver les cartes, même une fois jouées. Et donc, on va pouvoir jouer plusieurs fois le même effet pour aller enlever des failles, détruire des clones, etc. Sympa, ça. etc. Alors, tout ça conjugué, ça donne quelque chose d'assez unique. Surtout que sur chaque tour, on en a une multitude de possibilités, d'actions différentes à réaliser et jamais dans le même ordre. Et ça donne des parties complètement uniques à chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je détruis des clones ? Est-ce que je vais aller nettoyer des failles ? Est-ce que je me concentre sur mes objectifs ? Est-ce que je vais louper cette carte ou celle-là d'abord ? Etc. etc. Donc chaque tour est complètement différent, complètement unique, et ça déjà, ça donne une très 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 grosse rejouabilité au jeu. C'est un jeu un peu chaotique, il y en a partout sur le plateau, quand les clones et les failles pleuvent, on ne sait plus où donner de la tête, c'est très frénétique, ça peut être excessivement punitif, puisqu'on ne sait jamais où vont arriver les choses, la machine distribuant les failles de manière aléatoire, les clones arrivant de manière aléatoire aussi sur le plateau. Donc tout d'un coup, on peut se retrouver avec un vortex parce qu'on a mal, entre guillemets, géré la merde. Le nettoyage des failles ou l'apparition des clones. Les règles en elles-mêmes sont très simples. C'est bien ça. Il n'y a pas de gros secrets, ça s'assimile assez rapidement, mais toute la richesse du jeu va être effectivement dans ce moment de, entre guillemets, programmation de son tour, quelles actions je vais faire et dans quel ordre, afin d'optimiser au maximum mon tour. Et c'est là où ça peut effectivement un petit peu faire fumer du cerveau. Alors déjà, cette partie donne une rejouabilité, comme j'ai dit, et en plus, il y a plusieurs modes de jeu, au nombre de 4, chaque mode de jeu ayant 3 niveaux de difficulté, autant dire que les derniers sont plutôt corsés, donc la rejouabilité du jeu est véritablement gigantesque. C'est bon ça quand même. Alors pourquoi le solo ? Rapidement, parce que tu as, comme tu l'as compris, ce temps de réflexion pour programmer son tour, quelles actions je vais faire, qui peut être un petit peu longué en multi et qui peut donner des temps d'attente aux autres joueurs, même si c'est du coop, qui sont un petit peu longs. En plus, en solo, tu effaces l'effet lead qui peut véritablement s'installer
dans une partie en multi, puisque ces temps d'attente et de programmation sont un petit peu longs, donc on va avoir tendance à aller dire à l'autre un petit peu quoi faire. Mais sinon c'est excellentissime aussi en multi, mais j'ai une petite préférence en solo. Voilà, c'est The Loop, un énorme coup de cœur, c'est fun, c'est décalé, c'est frais, c'est différent, c'est super rejouable, je le conseille vivement. Allez, à la prochaine. Allez, ciao. Super cool ça du coup The Loop. Alors moi The Loop je l'ai vu comme ça passer. Je l'ai vu passer et je ne savais pas ce que c'était au début. Et j'ai creusé pourquoi. Parce que comme le dit si bien Empereur, c'est uniquement l'image, l'illustration, la direction artistique qui m'a fait pencher à creuser un tout petit peu plus à l'intérieur The Loop. Et j'ai vraiment pas creusé aussi rapidement, donc là ça me permet de le voir aussi avec vous. Et effectivement, tout ce qu'il énonce là, ça permet d'avoir une sorte de jeu de programmation où l'effet apparemment innovant à l'intérieur, c'est de rejouer les cartes qu'on a déjà jouées avec des ressources, si j'ai bien compris, des cubes que tu remets dessus. Donc ça, dit comme ça, ouais, ça pourrait me plaire sans problème, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et il met le doigt là où, effectivement, c'est le plus important, c'est dans chaque coop, si tu as le syndrome du joueur alpha. C'est pour ça qu'apparemment, lui, il le préfère en solo, puisqu'il gère du coup tout à côté, et il prend plus de temps, ou alors il prend moins de temps pour faire ses actions. C'est vrai qu'il y a ce syndrome-là dans Zombicide, dans Pandémie, etc. Quand vous mettez un tout petit peu plus de temps pour programmer, vous avez légèrement, du coup, voire carrément le joueur alpha qui est le syndrome où le joueur connaît un peu plus les actions, il va vous diriger, du coup il va prendre la main sur votre plateau en disant non mais attends, si tu fais pas ça, on est niqué, si tu fais pas... on est battu plus précisément, si tu fais pas ça, ça ne va pas, c'est de la merde, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il le préfère, je pense, en solo, et c'est pour ça qu'il l'estime là-dedans. Maintenant, moi je suis très curieux de voir comment ça tourne déjà, à la fois en coop, mais aussi en solo. Et surtout de voir les différents niveaux là de difficulté. Ça a l'air d'être assez cool, de ce qu'il en dit en tout cas, ça a l'air d'être super chargé et bien foutu, et je pense que ouais, ça a le mérite de faire son truc. Alors lui, il n'a pas de chaîne YouTube, il n'a pas de compte Instagram, il n'a carrément rien, c'est juste un joueur, donc comme je vous l'ai dit, voilà, vous pouvez même envoyer sans problème, il n'y a aucun souci là-dessus. Ton moment ludique numéro 1 est fini, j'espère qu'il vous a plu, et j'étais en train de tomber parce que je glissais avec mon petit slip comme ça sur la chaise en cuir qui m'a coûté une fortune grâce à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer justement vos vidéos, l'adresse va s'afficher bien évidemment et vous la retrouvez dans le descriptif. Comme vous pouvez le voir, ils sont hyper assidus et ils présentent hyper bien, franchement, ils bafouillent pas les mecs, ils sont tranquilles. Il y en a qui ont des chaînes, il y en a d'autres qui n'ont rien du tout, donc l'exercice est super compliqué. Voilà, vous pouvez vous jeter à l'eau sans problème, il suffit juste de présenter la chose comme vous le sentez en 5-6 minutes, puis ça suffit amplement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles choses pour que voilà, on construise un peu plus l'aventure en somme, et pour que je gagne un peu plus de sous, bien évidemment, sur la chaîne. En trêve de plaisanterie, bien évidemment, moi ça me fait plaisir de découvrir des trucs. Et puis il y a des jeux que j'ai découverts, mais réellement. Alors le seul que je connaissais en fait ici, très sincèrement, et auquel j'ai joué, c'est Gloomhaven. Après le reste, voilà, j'avais vu un tout petit peu, mais It's a Wonderful World, pourquoi pas à tester. The Loop, carrément à tester. Maracaibo, avec Pénélope, hein, si tu me regardes bien évidemment, et je sais que tu me regardes, tu vas venir à la maison pour qu'on le teste et qu'on se filme. Et après Roméo et Juliette, celui-ci, effectivement, de ce que m'avait dit Johan, moi j'ai bien envie de creuser un tout petit peu parce que de ce que m'a montré Blandine, c'est vrai que c'est super sympa et j'ai envie de tester quand même une fois. Donc voilà, là les jeux me donnent envie d'être testés au minimum une fois. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces jeux et on se retrouve d'ici là pour un deuxième numéro de Ton Moment Ludique. Allez, des bisous partout, ciao ciao.